Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. Le Sénégal se dote d'une deuxième centrale solaire de 20 MW après celle de Borkol. L'ouvrage de Malicounda à Mbour, inauguré hier par le chef de l'État, permet la connexion à l'électricité de plus de 9000 ménages. Dans la série Santé, zoom ce soir sur la procédure d'ouverture d'officine. On tentera également de répondre à la question de savoir qui est habilité à tenir une pharmacie et quel contrôle y est effectué. Un autre contrôle nécessaire, c'est celui du dopage. Au Sénégal, c'est l'ANATS, Organisation Antidopage du Sénégal, qui s'en charge. Elle mise sur la prévention. Et puis la rubrique métier s'invite dans l'univers des herboristes, une immersion qui permet de voir de plus près les activités autour de la vente de plantes médicinales dont l'extraction des propriétés curatives requiert une certaine connaissance en biochimie végétale. Qu'en est-il? On fera le point dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Après Borkol, il y a quelques jours, le chef de l'État a inauguré hier une autre centrale solaire de 20 MW à Malicounda. Cet ouvrage permettra la connexion à l'électricité de plus de 9000 ménages. Les populations du département de Mbour se sont fortement mobilisées pour accompagner l'événement. C'est un compte-rendu de Oumar Nying. C'est une foule immense qui a accueilli le président de la République dans le département de Mbour. De Sindian à Malicounda, la mobilisation n'a pas faibli. L'affluence vaut son pesant d'or, car ici, c'est une centrale solaire de 20 MW, construite sur 100 hectares, qui est mise en service. Excellence, Monsieur le Président de la République, à l'évidence, ces populations ont compris que ce projet d'envergure, à l'image des nombreuses autres réalisations faites par le gouvernement, notamment dans le cadre du PUDC, est la preuve irréfutable que vous êtes en train de donner corps à votre ambition de faire du Sénégal un pays émergent. Malicounda est donc au cœur d'une révolution qui est en train de s'opérer dans le domaine de l'énergie, avec une part active du privé. Notre entreprise est une société sénégalaise qui a mobilisé en faveur de la décentralisation et du mix énergétique voulu par le PSE 22 milliards de francs CFA. La série va continuer parce qu'au mois de mars prochain, vous nous ferez l'honneur d'inaugurer la centrale de Santhiou-Mékhé de 29,5 MW. Ensuite, ce sera le tour de Énergie Ressources à Kaon pour 20 MW au mois de mai 2017. TEN Mérina à Mérina Dakar pour 29 MW en juillet 2017. EDS Eximag à Sakal pour 20 MW en octobre 2017. Mais également la centrale de Dias, fruit de la coopération allemande, pour 15 MW en décembre. Si on fait le décompte, Monsieur le Président, on sera donc à 113,5 MW, auquel il faut ajouter ce qui est déjà là. Et nous serons donc en 2017 avec un pourcentage de 21% d'énergie renouvelable dans notre mix énergétique. La centrale de Malicounda sera connectée au réseau de Sénélec. 90 000 panneaux solaires pour une production qui va améliorer le sort de milliers de Sénégalais. Nous confirmons ainsi que le solaire, dans notre option du mix énergétique, jouera pleinement son rôle de premier plan dans le renforcement de nos capacités de production d'énergie.
Et ceci d'autant plus que ces coûts de production deviennent de plus en plus compétitifs. C'est le mix énergétique qui porte ainsi ses fruits. Le choix traduit en actes la vision du président Macky Sall. Le PSE, ce n'est pas de la théorie. Le PSE est une stratégie sérieusement conçue, réaliste et réalisable, et qui se décline au quotidien par des actes sur le terrain pour répondre aux préoccupations et au bien-être des populations. Alors, avec Bokhol, hier, Malicounda aujourd'hui, et d'autres localités demain, nous sommes en train de prouver par les actes l'adage selon lequel le soleil brille pour tout le monde. C'est cela le Sénégal émergent, le Sénégal de tous, le Sénégal pour tous. Le président de la République a félicité les autorités locales et leurs partenaires, de même que la Sénélec. Les populations aussi, pour cette communion exceptionnelle. Et puis le chef de l'État était hier à table avec deux invités spéciaux. Il s'agit d'un éleveur du Ferlo et d'un agriculteur venu du Fouta. Ils ont été reçus au Palais de la République suite à la diffusion d'un reportage sur la RTS1 concernant l'exécution du PUDC dans leur localité. Impressionnés par le programme, ils ont exprimé leur satisfaction au président de la République. C'est un compte rendu de Oumar Nying. Un fait exceptionnel au Palais de la République. Deux paysans venus du Sénégal profond, invités à déjeuner par le président de la République. Franchement, on est très content d'être reçus par le président de la République. Déjeuner avec le président de la République en tant que paysan, c'est une grande fierté. Et je ne peux pas m'exprimer là où la joie se limite dans mon cœur. Je ne peux pas l'exprimer. À l'origine, les réalisations du chef de l'État dans le cadre de la mise en œuvre du PUDC dans leurs localités respectives. Forage de Lumul Sambabdou, il est meilleur dans le forage du Sénégal, pour moi. Parce que quand il vient ici minuit, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, la nuit, la journée, de l'eau il coule. Ils étaient impressionnés par le niveau d'exécution de ce programme. Aujourd'hui, ils peuvent le dire de vive voix au président Macky Sall. C'est aussi pour eux l'occasion de lancer un appel à leurs compatriotes. Qu'on travaille avec lui. Ça veut dire que le président seul ne peut pas faire avancer ce pays. Ça veut dire que rester sous les climatiseurs, croyez que ça peut avancer ce pays, on se trompe. Travaillons-nous tous. L'éleveur qu'il travaille dans son métier, le cultivateur qu'il travaille dans son métier, le pêcheur la même chose, le broker la même chose. C'est ça qui fera avancer notre pays. En ouvrant la porte du palais à ces Sénégalais, le chef de l'État pose un acte éminemment important. Les notions d'écoute et de contact trouvent ainsi leur sens. Démarche de proximité qui lui permet à tout instant de mieux prendre en charge les préoccupations des Sénégalais où qu'ils se trouvent. Le Conseil de sécurité des Nations Unies exhorte les groupes armés au Mali à observer le cessez-le-feu et reprendre le dialogue. C'est ce qui ressort de la session du Conseil de sécurité des Nations Unies, donc tenue sous la présidence du Sénégal. Pour plus de détails, nous retrouvons notre envoyé spécial à New York, Khalisek. La situation au Mali aura été une préoccupation majeure de la présidence sénégalaise du Conseil de sécurité des Nations Unies. Une question qui se situe au cœur de la gouvernance mondiale est l'instance onusienne que dirige le voisin du Mali veut traiter ce sujet à la dimension de son acuité. La 7801e séance du Conseil de sécurité est ouverte. Le Conseil de sécurité condamne fermement
les violations répétées des dispositions du cessez-le-feu par les groupes armés des coalitions, plateformes et coordination à Kidal et dans ses environs ces derniers mois, qui menacent la viabilité de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Le Conseil exhorte les groupes armés signataires à cesser les hostilités sur le champ, à adhérer strictement aux modalités du cessez-le-feu et à reprendre le dialogue sans plus tarder en vue de l'application de l'accord. Le Conseil prie instamment le gouvernement malien et les groupes armés des coalitions, plateformes et coordination d'honorer pleinement et sincèrement leurs engagements en vue de l'accord. Le Conseil se déclare à nouveau disposé à envisager des sanctions ciblées contre ceux qui s'emploient à empêcher ou compromettre la mise en œuvre de l'accord et ceux qui reprennent les hostilités ou violent le cessez-le-feu, comme énoncé dans sa résolution 2295-2016. Après cette rencontre sanctionnée par cette déclaration, c'est au tour du groupe de travail des Nations Unies sur la protection des civils de se pencher sur les opérations de maintien de la paix à travers le monde. Ici, on aura assisté à un débat fructueux, dynamique et constructif entre briefeurs du nom de ces experts invités devant faire des exposés, diplomates et autres techniciens sur les écueils à lever pour maintenir une paix durable au niveau des théâtres d'opération. Le Sénégal abrite les 14 et 15 novembre le 5e forum sur le développement industriel inclusif et durable, initié donc par l'ONUDI en partenariat avec la CEDEAO. Près de 500 participants sont attendus à ce rendez-vous mondial des industriels et organisations régionales et internationales. La cérémonie de lancement a eu lieu hier. C'est un compte-rendu de Fatou Sakho. Avec son parc industriel et son potentiel, le Sénégal, pays pilote avec l'Éthiopie du programme de partenariat pays de l'ONUDI, a été désigné en 2014 à Vienne pour abriter le 5e forum du développement industriel inclusif durable. Cette rencontre mettra en exergue les opportunités et problématiques dans le secteur. Ce forum sera aussi le premier véritable forum DIID qui a pour but de promouvoir l'opérationnalisation du développement industriel inclusif et durable à travers les PCP. Au Sénégal, le programme de partenariat pays lancé en avril 2015 est le cadre de coopération technique à travers lequel l'ONUDI accompagne le gouvernement dans la mise en œuvre du volet relance industrielle du PSE. Le PSE, l'ouverture et l'expertise, 3 facteurs déterminants qui édifient le Sénégal en terreau d'expérimentation du PCP, adopté par l'organisation pour atteindre l'objectif 9 des ODD. Nous avons 2 pays qui ont une large communauté internationale, bilatérale et multilatérale. Nous avons autant en Éthiopie qu'au Sénégal une très large communauté. Dans le système des Nations Unies, les partenaires techniques et financiers, ce sont 2 pays qui ont quand même une certaine expérience en matière d'industrialisation, qui ont des visions en matière d'industrialisation bien affirmées. En Éthiopie, on a le plan de croissance et de transformation et au Sénégal, nous avons le plan Sénégal émergent. Cette rencontre, inscrite sous le signe de la promotion des investissements industriels, sera l'occasion pour les acteurs d'élaborer un plan d'action pour la réplication des modèles éthiopiens et sénégalais. L'objectif de ce forum est de montrer, à travers le modèle d'industrialisation du Sénégal, la pertinence du concept développement industriel inclusif et durable. En réunissant les acteurs du développement industriel internationaux, régionaux et locaux autour d'une plateforme globale commune, il fournira également une opportunité d'échange sur des solutions et mécanismes de déploiement du DID dans la région d'Afrique de l'Ouest et les autres régions d'Afrique. Nous sommes confiants là-dessus, nous avons beaucoup d'espoir dans ce forum, surtout les rencontres B2B que nous devrions faire pour essayer donc d'aller de l'avant, comme l'a dit Monsieur le ministre. Nous devons nous industrialiser davantage. L'avenir se trouve dans l'industrie nationale. Ce 5e forum verra la participation des 15 États membres de la CEDEAO, des partenaires, institutions financières, organisations régionales et internationales. Près de 500 participants sont attendus. Les 14 et 15 novembre, Dakar sera la capitale de l'industrie inclusive.
Réunion ce matin à Dakar du comité exécutif de l'Union africaine de radiodiffusion. Au menu, les droits de retransmission de la Coupe d'Afrique 2017. Il s'élève à plus d'1 milliard de francs CFA. L'UAR dit niet et compte continuer avec le groupe français Lagardère. L'idée d'un boycott de la CAN n'est pas écartée. C'est un compte-rendu de Ibrahim Bouba. Après 2 rounds de négociations à Paris avec le groupe Lagardère détenteur des droits TV de la CAN, le comité exécutif de l'UAR rend compte aux pays membres. Jusque-là, le groupe français n'a pas revu les droits à la baisse. La retransmission de l'événement le plus populaire du continent coûtera une fortune. 1 600 000 € demandés aux pays qualifiés par le groupe Lagardère. Vous comprenez avec moi que c'est inacceptable, c'est beaucoup de projets de développement et je profite d'ailleurs de l'occasion qui nous est offerte pour lancer un appel à nos peuples, à nos populations et à nos gouvernants pour qu'ils puissent soutenir les directeurs généraux des organismes membres dans cette bataille. Plus d'1 milliard de francs CFA pour chaque chaîne de télévision, une somme astronomique. Les pays membres de l'UAR ne comptent pas casser leur tirelire et veulent négocier carte sur table. Nous disons non, nous donnons notre mandat à notre union, puisque comme on dit, union fait la force. Si on se regroupe, effectivement, on peut arriver à dissuader Lagardère, qui est agent conseil en marketing de la CAF, à revenir sur des tarifs raisonnables. Et nous venons ici à Dakar reconfirmer nos mandats que nous avions donnés à UAR pour que l'UAR puisse négocier. Parce que si vous négociez individuellement ou d'une manière séparée, vous risquez, nous on a été victimes. Quoi qu'il en soit, l'Union africaine de radiodiffusion n'entend pas céder face au groupe Lagardère. Tous les scénarios sont envisageables en cas de désaccord irréversible. À l'allure où vont les choses, tout peut arriver, c'est-à-dire que, y compris la possibilité de boycotter cette Coupe d'Afrique. En tout cas, la Coupe d'Afrique de 2017 devra tenir compte des préoccupations des organismes membres. À partir du moment où nous sommes dans l'incapacité d'avoir le signal, eh bien, il faudra expliquer aux gens pourquoi nous ne diffusons pas, sachant l'amour que les gens portent à cette compétition. On n'en est pas encore là. Il reste 2 mois et 10 jours avant le démarrage de la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Peut-être d'ici là, un terrain d'entente sera trouvé au grand bonheur des férus du ballon rond. Construction irrégulière au Sénégal, la DESCOS, Direction de surveillance et de contrôle de l'occupation des sols, continue de sévir. Elle a détruit cette semaine des dizaines de maisons à Tivaouane Peulh. Il s'agit de constructions opérées sur un titre foncier privé. Les détails avec Aram Daoua. Les bulldozers de la DESCOS sans pitié pour les constructions jugées irrégulières. Une quarantaine de maisons ici sur ce site dit Tirkambe à Tivaouane Peulh, expulser et démolir sur une ordonnance de justice avec assistance à huissier. En fait, le site en tant que tel fait environ 5 hectares et a déjà fait l'objet d'une autorisation de lotir. Aujourd'hui, ce site est occupé par des occupations anarchiques et ce qui a motivé ces démolitions. Les bâtiments qui sont démolis aujourd'hui ont fait l'objet de sommations d'arrêt de travaux depuis la phase fondation par la brigade zonale de Rufisque. Les documents sont là. Ces gens, ils construisent la nuit en utilisant des projecteurs de véhicules. Chargée de la surveillance et du contrôle de l'occupation des sols, la DESCOS fait de la lutte contre l'anarchie et les occupations irrégulières un perpétuel combat. Un vaste chantier l'attend et Tivaouane Peulh est dans son viseur. C'est une sorte de bidonvillisation. Les gens ont partout construit sans droit ni titre. Au-delà de ça, l'État du Sénégal est en train de tout faire dans sa politique d'habitat pour offrir aux Sénégalais un cadre de vie agréable. Un habitat résilient et durable. Mais imaginez ce que vous venez de voir. Il y a des bâtiments qui sont déjà effondrés sous le fait des vents qui, à force de souffler, a fini par déterrer les fondations. Parce que simplement, l'aménagement qu'il fallait faire auparavant n'a pas été fait. Et les gens veulent occuper le site. Si cette occupation n'est pas vite freinée,
l'État du Sénégal risque encore de dépenser des milliards de francs pour restructurer la zone. Un appel a été lancé à la diaspora, principale victime des terrains litigieux. La DESCOS veut mettre un terme aux constructions sans droit ni titre. Et puis le conseil départemental de Kolda s'investit dans l'éducation. Il a déboursé 70 millions de francs CFA pour construire des salles de classe et des blocs administratifs. La structure veut ainsi atteindre un objectif, c'est-à-dire 0 abri provisoire dans le département de Kolda. La réception de ces infrastructures s'est faite en présence des autorités éducatives et administratives, nous dit Kaltoum Gueye. 0 abri provisoire dans le Fladou d'ici quelques années, le conseil départemental de Kolda travaille dans ce sens. Cette année, 7 salles de classe et 4 blocs administratifs sont construits. Dans son plan d'action, l'éducation est une surpriorité. Pour atteindre ces objectifs, mettre les apprenants et le corps professoral dans de bonnes conditions est nécessaire. Cette année, avec un budget de 100 millions, nous avons mis plus de 70 millions pour la construction de classes. La classe de Tchéti est un exemple, mais il y a 7 classes dans le département, 4 blocs administratifs. Et cette année, nous allons poursuivre dans la même lancée en construisant au moins 5 classes et je pense un bloc administratif. Donc c'est pour dire seulement que les jeunes de notre département peuvent compter sur le conseil départemental. Les collèges de notre département peuvent compter sur l'éducation, peut compter sur le conseil départemental. La santé peut compter sur le conseil départemental. Les populations de Tchéti et du département de Kolda peuvent compter sur le conseil départemental. La réception de ces salles de classe marque une nouvelle ère pour le collège de Tchéti. Depuis sa création en 2012, les élèves étudiaient dans des salles de classe en quarantaine. L'établissement était entièrement composé d'abris provisoires. Je remercie encore la population et je leur exhorte encore de bien utiliser les salles de classe parce que ça c'est un acte qu'ils ont posé. Il se peut que pour 2017 ou 2018 que le conseil départemental puisse clôturer ou bien construire d'autres salles. Le CM de Ngoki aussi a désormais son bloc administratif. Nécessairement, il va y avoir une implication au niveau très certainement de la performance, parce que pas plus que quand j'ai tenu ma réunion de rentrée, les professeurs étaient très motivés en voyant les nouvelles conditions dans lesquelles ils vont travailler, et ça laisse présager probablement en tout cas de bons résultats. Nous allons nous y atteler en tout cas. Le taux des abris provisoires est toujours élevé à Kolda, il représente 30%. Et puisque l'éducation est une compétence transférée, le conseil départemental, à travers ses infrastructures, joue son rôle selon l'inspecteur d'académie. Avec la construction de ces salles de classe en dur, on peut s'attendre à une amélioration considérable des résultats scolaires. Il y a un linkage entre évidemment les conditions de travail globalement et les performances scolaires. Plus on améliore l'environnement scolaire, plus on s'attend effectivement à l'amélioration des résultats scolaires. L'exemple de Kolda démontre encore une fois qu'aujourd'hui, ils sont en train de faire beaucoup de choses, surtout dans le domaine de l'éducation. Et je crois que c'est ce domaine-là le plus sensible aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, si les élèves et les enseignants sont dans de bonnes conditions, si toutes les conditions sont réunies, je crois que des résultats doivent nécessairement suivre. Ce premier lot sera suivi par d'autres. Les établissements où le besoin se fait sentir recevront l'aide du conseil départemental. La structure veut ainsi atteindre son objectif 0 abri provisoire dans les années à venir pour une éducation de qualité dans la région de Kolda. Le Sénégal, encore une fois distingué, le docteur Amadou Sall, virologue, a reçu le prix UNESCO pour les sciences de la vie, une récompense qui sanctionne ses travaux de recherche sur des virus comme Ebola et Zika, nous dit Seydina Alunfal. On en trouve bel et bien au Sénégal, des chercheurs qui cherchent et qui trouvent. Lui, il en fait partie. Depuis plus d'une vingtaine d'années, il travaille ici à l'Institut Pasteur de Dakar. À 47 ans, le docteur Amadou Sall est chercheur en virologie, discipline qui étudie le fonctionnement des virus. Il a été lauréat du prix international UNESCO pour la recherche en sciences de la vie, une distinction qui sanctionne ses travaux et recherches.
Cette distinction a été donnée pour tous les efforts qui ont été faits pour contrôler les maladies, les grandes épidémies comme Ebola, comme la fièvre jaune, comme la dengue. Et cette distinction a été remise pour l'ensemble des travaux qu'on a fait pour cela. Il y a une notion de défi. Quand on reçoit une distinction, c'est quand même une invitation à persévérer, c'est une invitation à développer les choses. Et si ça permet de motiver des gens qui n'ont pas eu cette distinction, c'est un facteur qui peut être extrêmement important. Le docteur Amadou Sall a contribué au développement d'outils de diagnostic et de contrôle des maladies virales comme Ebola, la dengue et le chikungunya. Et sur le virus Ebola, par exemple, on a mis au point avec l'équipe une méthode qui permet en 10 minutes de détecter le virus. Et cela a été extrêmement utile dans les pays où on a travaillé, comme la Guinée, où pour enterrer les gens, on avait besoin de savoir si ou non ils étaient positifs. Et comme en milieu musulman, on veut enterrer vite, c'est important d'avoir un diagnostic rapide. Une équipe multidisciplinaire l'accompagne. Elle est composée d'une trentaine de personnes, des chercheurs, étudiants, mathématiciens, informaticiens, entre autres. Certains d'entre eux ont passé 2 années en Guinée pour essayer de contenir l'épidémie Ebola. Il faut dire que depuis que j'ai intégré l'unité, j'ai vu Amadou quelqu'un qui travaille beaucoup, qui se donne beaucoup pour la science et je pense qu'il le mérite très bien, ce prix. Et l'équipe aussi derrière mérite ce prix. Okay. Dr Sall représente un exemple pour la promotion des filières scientifiques au Sénégal pour les jeunes scientifiques, pour les jeunes tout court. Voir quelqu'un que l'on côtoie qui est dans un contexte africain atteindre ce niveau, cette reconnaissance internationale, c'est vraiment une source de motivation, d'encouragement. Et c'est un modèle, un exemple pour, je ne dirais même pas juste les scientifiques, mais pour tous les Sénégalais et tous les Africains pour qui, en gros, il ouvre entre autres des portes. Et donc, oui, effectivement, c'est une source d'encouragement et ça nous pousse à persévérer dans ce qu'on fait. Oui. Pour régler nos problèmes, pour contribuer au niveau mondial, on a besoin de tous les Sénégalais, quel que soit leur niveau de compétence, quel que soit l'endroit où ils ont fait leurs études, de venir et s'investir dans ce domaine. Et c'est pour ça que moi, j'encourage vivement les jeunes qui ont envie d'embrasser une carrière, de s'investir dans la carrière scientifique parce qu'elle a énormément d'opportunités. L'équipe du Dr Sall a également travaillé sur le virus Zika. Et cette épidémie de Zika, par exemple, on fait partie des équipes on est probablement l'une des premières à avoir mis au point là aussi un test de diagnostic qui a fait que quand l'épidémie a commencé, le Brésil, qui était le pays le plus touché, a fait appel à notre équipe. On a dû se déplacer là-bas pour justement transmettre et transférer des connaissances dans le domaine du diagnostic. Lauréat du prix UNESCO pour les sciences de la vie, le docteur Amadou Sall occupe de hautes fonctions à l'Institut Pasteur. Natif de Dakar, de parents saint-louisiens, il a souhaité, après ses études à l'étranger, rentrer au Sénégal et mettre ses compétences au service de son pays. Une transition toute trouvée pour ouvrir la série que la rédaction consacre au secteur de la santé. Ce soir, focus sur la commercialisation des médicaments qui doit se faire dans des endroits identifiés et sûrs, donc les pharmacies. Comment faire pour ouvrir une pharmacie? Qui est habilité à ouvrir une pharmacie? Est-ce qu'il y a un contrôle à effectuer dans ce sens? Quels sont les critères géographiques? Zoom sur le processus d'ouverture d'une officine privée avec François Sec. Structure importante dans la distribution de médicaments, les pharmacies sont des espaces de santé proches des populations. Le médicament dans une officine privée est géré par une structure dirigée par un pharmacien. C'est pour cela d'ailleurs que vous comprenez de manière implicite qu'il est interdit de vendre des médicaments dans la rue. Une pharmacie ne peut être tenue que par un pharmacien inscrit à l'ordre des pharmaciens. Il doit être de nationalité sénégalaise ou ressortissant d'un pays de l'UEMOA, entre autres critères. D'abord, les délais, la date d'introduction du dossier, mais également le contenu du dossier qui permet donc de pouvoir délibérer et d'attribuer donc une autorisation pour l'ouverture de l'officine privée. Il y a une certaine cotation par rapport au nombre d'années d'expérience. C'est vraiment le critère principal pour sélectionner les pharmaciens qui vont donc ouvrir les pharmacies selon l'année en cours. On a un autre critère qu'on prend en compte, c'est le nombre de dépôts antérieurs.
C'est-à-dire quelqu'un qui a déposé 2 fois ou 3 fois a plus de chances par rapport à ce critère que quelqu'un qui vient de déposer. Mais vraiment, c'est un critère marginal parce que là où, pour une année d'expérience, on donne 3 points, un dépôt, on donne qu'un seul point. Chaque année, un arrêté du ministère de la Santé fixe le nombre d'officines à créer en fonction des statistiques. L'ouverture d'une officine obéit à des critères. Il faut respecter une certaine distance entre les pharmacies. Même si le critère de population est réglé, les pharmacies au niveau de Dakar Plateau, par exemple, au centre-ville, c'est 200 mètres minimum. En dehors de Dakar Plateau, pour la région de Dakar, c'est 300 mètres. Mais si on sort de Dakar dans les autres régions du pays, donc c'est 400 mètres minimum entre les 2 pharmacies. Une autorisation préalable est nécessaire pour tout pharmacien qui désire s'absenter du territoire national. Elle est délivrée par le ministère de la Santé via la direction de la pharmacie et du médicament. Et donc non seulement il y a la demande, mais il faut qu'il y ait un remplaçant. Et il n'y a qu'un pharmacien qui peut remplacer également un pharmacien. La durée maximale quand le pharmacien doit s'absenter, en général, c'est jusqu'à 4 mois. On peut donner des autorisations d'absence. C'est comme ça. Mais le pharmacien ne peut pas aller vivre aux États-Unis et avoir sa pharmacie au Sénégal. En tout cas, ce n'est pas légal. Des sanctions sont prévues en cas de non-respect des dispositions de la réglementation. On peut suspendre l'approvisionnement d'une pharmacie, dire que cette pharmacie ne va plus recevoir des médicaments, mais on peut aller jusqu'à la fermeture de la pharmacie si les conditions d'exercice personnel de la pharmacie ne sont pas réunies. Il y a l'ordre des pharmaciens qui veille sur la déontologie. L'honorabilité de la profession doit être préservée. Et donc, au niveau de l'ordre, il y a une chambre disciplinaire. Donc, des sanctions peuvent être prises à ce niveau. En fin 2015, le Sénégal comptait 1129 officines, dont 565 installées à Dakar. 71 nouvelles créations sont prévues en 2016, une manière de promouvoir un égal accès sécurisé aux médicaments pour tous. Le second dossier santé s'intéresse donc au dopage dans le sport. Au Sénégal, la lutte contre ce fléau est menée par l'ONATS, organisation antidopage du Sénégal. Créée en 2011, elle mène des actions de prévention, de sensibilisation et de contrôle sur toute l'étendue du territoire national. Zoom sur l'organisation antidopage du Sénégal avec Koumba Diakhatemar. Dès sa mise en place en août 2011, l'Organisation nationale antidopage du Sénégal a aussitôt compris qu'il fallait mettre l'accent sur la formation et la sensibilisation. Une vaste campagne à l'échelle du pays a été menée pour une pratique sportive saine. Nous avons eu à former les sportifs d'élite de toutes ces fédérations. Donc la sensibilisation ne s'est pas limitée qu'à Dakar. Nous avons eu à faire presque toutes les régions. Aujourd'hui, on est encore, si on peut dire, dans le bénévolat. On n'a pas de permanent. Vous savez, coordonner ce genre de travail, ça demande beaucoup de temps et de travail. Et je crois que ça, c'est une de nos grandes contraintes. La seconde contrainte, c'est l'aspect financier. Vous savez, un contrôle, si on calcule les envois, le dédommagement de l'ACD, le petit matériel, c'est pas loin de 400 000 francs. Malgré le coût élevé, l'ONATS a pu réaliser des contrôles selon les règles du Code mondial antidopage. Au total, 50 contrôles en 5 ans, dont un cas positif dans la lutte olympique. Donc ça a été le seul cas qui a été traité avec sanction. La sanction a été de 18 mois et cette sanction a été respectée par l'athlète. On a commencé par les sports traditionnels, les sportifs qui étaient habitués. Ça veut dire que tous ces sportifs des fédérations qui vont dans les compétitions internationales et qui sont régulièrement contrôlés. Et on est tombé dans le domaine de la lutte. Ça a été assez dur parce qu'on a voulu faire des contrôles hors compétition au début et les conditions ne nous permettaient pas de le faire. Mais petit à petit, avec l'appui du CNG, on a pu faire. Pour l'année 2016, voici la liste des interdictions en et hors compétition publiée par l'Agence mondiale antidopage. Par conséquent, il est formellement interdit aux sportifs de faire de l'automédication pour ne pas se perdre dans les produits prohibés. Un sportif de haut niveau ne doit prendre qu'un produit prescrit par un médecin. Et je dis même mieux, un produit prescrit par un médecin qui est habitué, à un médecin du sport, ou à défaut, dire à son médecin
je suis sportif de haut niveau. Ça fait qu'il évitera de vous donner certains produits. Par contre, ça ne veut pas dire qu'un sportif ne doit pas se soigner. Mais pour se soigner, ce sportif-là peut avoir recours à ce qu'on appelle autorisation d'usage thérapeutique. J'ai une maladie, j'ai constitué un dossier, j'ai présenté ce dossier-là à l'ONADS par exemple ou à ma fédération internationale pour dire que cette maladie, je l'ai depuis. Et on vous donne l'autorisation d'utiliser un produit qui peut-être est sur la liste des produits dopants. Les familles des substances interdites sont nombreuses et il est conseillé aux sportifs de ne pas les toucher, mais plutôt de favoriser un bon entraînement, une bonne alimentation et un bon suivi médical. En résumé, une hygiène de vie. Voilà, Koumba Diakhaté Mar. La série se poursuit demain donc sur la santé. En attendant, la rubrique métier fait un zoom sur les herboristes. Ce sont des spécialistes de la vente de plantes médicinales. Leur rôle consiste à l'extraction des propriétés curatives des plantes. Quelle est la nature du travail de l'herboriste? Quelles sont donc leurs compétences? Élément de réponse avec Luis Bizza. Dans les marchés, ils officient généralement, les herboristes surfent sur la tendance du retour à la nature. Le commerce des plantes médicinales, ils en font un métier. Le plus souvent, ce que nous vendons ici, c'est des plantes qui soignent la dermatose ou bien les plantes qui soignent le diabète, l'ulcère, les maux d'estomac, les maux de dents, le palud aussi. Il y a hémorroïdes, infection. Les plantes médicinales pullulent dans différents marchés comme ici à Tilène, mais seulement la provenance de ces herbes et écorces est lointaine. Nous allons en Casamance, en Guinée-Bissau, à Guinée-Conakry, même au Mali pour chercher ces arbres pour l'utilité de la population, parce qu'il y a des arbres qui sont très utiles. La connaissance de plantes médicinales nécessite un encadrement. Pour ces thérapeutes, le savoir se transmet de père en fils. On copiait nos parents, c'est-à-dire la majeure partie des importateurs de médicaments de la médecine traditionnelle ont trouvé leurs parents soignés. Dans cet imbroglio de plantes, ils prennent soin de marquer la posologie pour chaque patient et chaque cas. Avec le temps, comme on le dit, en forgeant, on devient forgeron. Avec le temps, on connaît tout ça. Ce vin mélangé au son, un arbre aussi qu'on appelle son, peut représenter un sirop pour augmenter du sang pour ceux qui ont manque de sang. Nous avons beaucoup d'arbres qui vraiment sont utiles pour la population, pour la santé de la population. Ils sont passionnés par des herbes. À cet effet, ils entretiennent d'excellents rapports avec leurs patients. Ces thérapeutes pensent qu'ils sont très utiles au sein de nos sociétés. Je veux faire comprendre que ces plantes médicinales sont les origines pour la santé, surtout nous Africains. Parce que vous savez que la plante médicinale ne fait pas le calmant, mais elle guérit. Au marché Castor, les clients ne se privent pas. À 200 francs, ils sont très bien servis. Oui, je suis très satisfait. On doit encourager les gens qui vendent ça, quoi. Parce qu'actuellement, les médicaments de la pharmacie sont un peu chers et les gens trouvent leur compte dans les produits pharmaceutiques de la médecine traditionnelle, comme le lait d'eau. C'est bon pour augmenter, par exemple, le sang. Quand vous êtes anémie, c'est bon. Et si, quand vous êtes pour soigner aussi les vers, quoi. C'est un vermifuge, quoi. C'est le produit que j'ai acheté. Et j'ai de bons résultats avec ça. J'ai essayé les racines de Sendiagne. Elles sont très efficaces contre les vers. C'est pour me déparasiter surtout. Je vais à la pharmacie, mais en même temps, parfois je viens chercher ces médicaments. Dès lors, les herboristes doivent connaître les compositions des plantes. Le dosage est très important. Bon, le plus souvent, si c'est des plantes, si c'est des racines, bon, parce qu'on les met dans des bouteilles et puis on y met de l'eau. Bon, on conseille aux clients de prendre un verre, un demi-verre, bon, le matin et le soir. Nous confectionnons les emballages. Certaines poudres sont plus fortes en teneur que d'autres. Ça dépend des plantes. Donc il faut vraiment faire très attention au dosage.
Il doit être vigilant. L'herboriste n'a pas droit à l'erreur parce que la vie de ses patients en dépend énormément. Bon, enfin, il faut savoir aussi mesurer la quantité qu'il faut prendre parce qu'il ne faut pas en abuser. Oui. Parce que souvent, c'est l'excès qui pose problème. Oui. Moi, j'en prends de temps en temps, mais avec une dose vraiment très minime. Tout comme le pharmacien, il tient une officine où il vend ses plantes. La différence entre nous et les pharmaciens, bon, c'est qu'eux, ils vendent des produits transformés alors que nous vendons des produits bruts. Bon, c'est naturel. Toutefois, le commerce de plantes médicinales n'est pas sans difficulté. Nous avons beaucoup de difficultés pour les avoir. Aller en brousse, il faut avoir des papiers. Quand tu prends, il faut avoir des papiers pour faire rentrer ça ici. Donc, nous rencontrons beaucoup de difficultés. Bon, et puis on a des moyens limités, surtout moyens financiers. Là où nous exerçons aussi, parfois c'est exigu. Donc vous voyez comme les médicaments sont entassés les uns les autres. Leur souhait, allier la médecine traditionnelle à celle moderne. Nous plaidons pour ça. Bon, évidemment pour l'application, pour les deux, la pharmacopée africaine et puis, comme je dis, la médecine traditionnelle et puis moderne. Même s'ils n'ont pas suivi une formation pour exercer, ces herboristes semblent maîtriser les plantes. Plus de 40 ans déjà pour certains qu'ils conseillent leurs patients au quotidien avec des interventions pour traiter différents maux comme le rhume, la migraine, le mal de dents, entre autres exemples. Aujourd'hui, ils souhaitent être reconnus comme pionniers dans le milieu de l'herboristerie et de la santé naturelle. Voilà pour la rubrique métier qui revient vendredi prochain. Les échos de la caravane Wadial Magal édition 2016. Elle s'est rendue à Darou Salam Nioro, à Touba, Saloum, à Sinthioubanar et à Birkilane. Partout, les populations sont sorties massivement accueillir la délégation, nous dit Claire Diop. À Darou Salam Nioro, la délégation de la caravane Wadial Magal est reçue par El Hadj Bachir Ndaou, l'actuel khalife de El Hadj Omar Ndaou. Le porte-parole du jour de remercier les hôtes pour cette marque de considération. L'homme assis là est le khalife de El Hadj Omar Ndaou. El Hadj Omar Ndaou, c'est lui-même qui a créé ce village. Il connaissait bien Serigne Touba. À chaque fois, quand quelqu'un prononçait le nom du Serigne devant lui, il devenait content. Ne tarissait pas de nous. Deuxième étape, Touba Saloum chez Serigne Aliou Seck, le khalife de Serigne Bassirou Seck. Le guide religieux s'est installé ici en 1943 et depuis, le village s'est agrandi. Cette caravane dit beaucoup de choses. Parce que la grandeur de Serigne Touba ne peut pas se résumer en 4 jours, 5 jours, 1 mois de Magal à Touba. Serigne Touba, comme vous le savez, c'est un être, c'est quelqu'un d'universel. Quelqu'un d'universel, on ne peut pas en aucun cas présenter ses dires, ses faits. Dans les Khassaïd et autres, je crois que les 365 jours, même de Magal, seraient vraiment insuffisants pour dire qui est Serigne Touba. Parce que je dis pardon, parce qu'on ne pourrait pas dire qui est Serigne Touba. Ce que nous pouvons savoir, c'est un don de l'humanité, Rahma, que le Saint Dieu nous a amené dans ce monde. La venue de la caravane est fort appréciée par les talibés. Partout, le message d'appel à l'unité des musulmans est lancé au nom du khalife général des Mourides. Si vous venez ici et voyez la foule qui nous a accueillis, l'emplacement de la localité, la mosquée et l'endroit où on se trouve présentement, on dirait que l'on est à Touba. Il n'y a aucune différence. Cela s'explique par des prières exaucées, mais aussi la venue ici d'un fidèle compagnon de Borom Touba comme Serigne Aliou Seck. La délégation s'est aussi arrêtée à Sinthioubanar chez Serigne Cheikh Ramata Seck, khalife de Cheikh Aliou Seck. Halte a aussi été fait à Birkilane au quartier Boussobé. Dans ces localités vit une forte communauté mouride. Toutes nos excuses pour ces quelques petits soucis techniques.
Sur l'international, sur l'actualité internationale, donc, à J-4 de la présidentielle américaine, les deux candidats sont sur la dernière ligne droite des préparatifs. Les sondages les placent coude à coude. Présentation de leur profil avec Seydina Alunfal. C'est le tournant, la dernière ligne droite pour Hillary Clinton et Donald Trump, candidats à la Maison-Blanche. Deux profils, deux personnalités différentes. 67e secrétaire d'État des États-Unis, 69 ans, Hillary Clinton, la candidate démocrate, capitalise une certaine expérience. Sénatrice, secrétaire d'État, elle connaît à fond les dossiers. Le scandale d'échange des emails ne joue pas en faveur de Hillary Clinton. Le contenu de ces emails et le fait même qu'elle ait envoyé ça par des canaux privés, voilà, c'est un peu le point faible qui est en train de valoir à Donald Trump quand même des points. Et ça peut jouer sur l'issue des élections, comme aussi le caractère atypique de Donald Trump peut jouer sur l'issue des élections. Les derniers sondages donnent une courte avance à Hillary Clinton. C'est une élection vraiment indécise. On ne sait pas de quel côté va pencher la balance, d'autant plus que c'est d'autant plus indécis que les sondages se rapprochent. Le sondage qui a été fait récemment par CNN donne 46 ou 44% à Hillary Clinton et Donald Trump se retrouve avec 42, alors que quelques jours ou quelques semaines avant, Donald Trump était dans les 39-38%. Donc il y a une évolution de la situation favorable à Donald Trump. Donald Trump, 70 ans, milliardaire, impulsif, au discours simple et percutant, il est parvenu à s'attacher la confiance d'une partie de la population. C'est quelqu'un qui vient dans le milieu politique qui ne lui est pas familier. C'est plutôt un entrepreneur, un homme d'affaires. Un homme d'affaires qui n'a pas la langue dans sa poche, qui parle pratiquement plus vite qu'il ne réfléchit, j'ai l'impression. Et donc ce discours-là, pratiquement un peu incendiaire, ce discours peu protocolaire, est la caractéristique de Trump. Arrogant, excessif, le candidat républicain Donald Trump est contre l'immigration. Donc voilà quelqu'un qui vient dans la scène politique, qui bouscule tout et qui quand même finalement représente aussi cette Amérique que l'on ne connaît pas. C'est-à-dire que l'Amérique des personnes qui ne sont pas particulièrement cultivées, qui ne sont pas nécessairement des intellectuels et qui parlent comme un citoyen lambda. Je crois que c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup d'Américains se retrouvent derrière lui. Ce mardi 8 novembre, les Américains vont choisir celui ou celle qui va succéder à Barack Obama à la Maison-Blanche. Le desk international vous fera vivre d'autres temps forts de cette présidentielle américaine. Le reste de l'actualité internationale sous forme de brèves illustrées. Nous irons en Turquie et en Irak, mais nous commençons donc par les États-Unis où le vote anticipé a démarré. C'est un récit de Pabou Nachao. À moins d'une semaine de la présidentielle, 27 millions d'Américains ont procédé au vote anticipé. Ils profitent d'une possibilité leur permettant de pouvoir placer leur bulletin dans les urnes avant le 8 novembre, date du vote. Cette anticipation devra dégager les premières tendances d'un scrutin qui s'annonce de plus en plus serré. Les forces irakiennes ont pris possession d'un quartier situé à l'est de Mossoul, mais elles ont dû faire face à une riposte importante des combattants du groupe de l'État islamique qui sont loin de capituler. Au moins 8 personnes ont trouvé la mort lors d'un attentat à la voiture piégée contre un bâtiment de la police à Diyarbakir, dans le sud-est de la Turquie. Les autorités turques mettent en cause la rébellion kurde du PKK. Pendant ce temps, dans le pays, les députés pro-kurdes ont vigoureusement protesté contre l'arrestation de plusieurs de leurs responsables. C'était dans la nuit du jeudi à vendredi.
Vous venez de voir, il y a des bâtiments qui sont déjà effondrés sous le fait des vents qui, à force de souffler, a fini par déterrer les fondations. Parce que simplement, l'aménagement qu'il fallait faire auparavant n'a pas été fait. Et les gens veulent occuper le site. Si cette occupation n'est pas vite freinée, l'État du Sénégal risque encore de dépenser des milliards de francs pour restructurer la zone. Un appel a été lancé à la diaspora, principale victime des terrains litigieux. La DESCOS veut mettre un terme aux constructions sans droit ni titre. Et puis le conseil départemental de Kolda s'investit dans l'éducation. Il a déboursé 70 millions de francs CFA pour construire des salles de classe et des blocs administratifs. La structure veut ainsi atteindre un objectif, c'est-à-dire 0 abri provisoire dans le département de Kolda. La réception de ces infrastructures s'est faite en présence des autorités éducatives et administratives, nous dit Kaltoum Gueye. 0 abri provisoire dans le Fladou d'ici quelques années, le conseil départemental de Kolda travaille dans ce sens. Cette année, 7 salles de classe et 4 blocs administratifs sont construits. Dans son plan d'action, l'éducation est une surpriorité. Pour atteindre ces objectifs, mettre les apprenants et le corps professoral dans de bonnes conditions est nécessaire. Cette année, avec un budget de 100 millions, nous avons mis plus de 70 millions pour la construction de classes. La classe de Tchéti est un exemple, mais il y a 7 classes dans le département, 4 blocs administratifs. Et cette année, nous allons poursuivre dans la même lancée en construisant au moins 5 classes et je pense un bloc administratif. Donc c'est pour dire seulement que les jeunes de notre département peuvent compter sur le conseil départemental. Les collèges de notre département peuvent compter sur l'éducation, peut compter sur le conseil départemental. La santé peut compter sur le conseil départemental. Les populations de Tchéti et du département de Kolda peuvent compter sur le conseil départemental. La réception de ces salles de classe marque une nouvelle ère pour le collège de Tchéti. Depuis sa création en 2012, les élèves étudiaient dans des salles de classe en quarantaine. L'établissement était entièrement composé d'abris provisoires. Merci encore la population et je leur exhorte encore de bien utiliser les salles de classe parce que ça c'est un acte qu'ils ont posé. Il se peut que pour 2017 ou 2018 que le conseil départemental puisse clôturer ou bien construire d'autres salles. Le CM de Ngoki aussi a désormais son bloc administratif. Nécessairement, il va y avoir une implication au niveau très certainement de la performance, parce que pas plus que quand j'ai tenu ma réunion de rentrée, les professeurs étaient très motivés en voyant les nouvelles conditions dans lesquelles ils vont travailler, mais ça laisse présager probablement en tout cas de bons résultats. Nous allons nous y atteler en tout cas. Le taux des abris provisoires est toujours élevé à Kolda, il représente 30%. Et puisque l'éducation est une compétence transférée, le conseil départemental, à travers ses infrastructures, joue son rôle selon l'inspecteur d'académie. Avec la construction de ces salles de classe en dur, on peut s'attendre à une amélioration considérable des résultats scolaires. Il y a un linkage entre évidemment les conditions de travail globalement et les performances scolaires. Plus on améliore l'environnement scolaire, plus on s'attend effectivement à l'amélioration des résultats scolaires. L'exemple de Kolda démontre encore une fois qu'aujourd'hui, ils sont en train de faire beaucoup de choses, surtout dans le domaine de l'éducation. Et je crois que c'est ce domaine-là le plus sensible aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, si les élèves et les enseignants sont dans de bonnes conditions, si toutes les conditions sont réunies, je crois que des résultats doivent nécessairement suivre. Ce premier lot sera suivi par d'autres. Les établissements où le besoin se fait sentir recevront l'aide du conseil départemental. La structure veut ainsi atteindre son objectif 0 abri provisoire dans les années à venir pour une éducation de qualité dans la région de Kolda. Le Sénégal, encore une fois distingué, le docteur Amadou Sall, virologue, a reçu le prix UNESCO pour les sciences de la vie, une récompense qui sanctionne ses travaux de recherche sur des virus comme Ebola et Zika, nous dit Seydina Alunfal. On en trouve bel et bien au Sénégal, des chercheurs qui cherchent et qui trouvent. Lui, il en fait partie. Depuis plus d'une vingtaine d'années, il travaille ici à l'Institut Pasteur de Dakar. À 47 ans, sujet à la dimension de son acuité. La 7801e séance du Conseil de sécurité est ouverte.
Le Conseil de sécurité condamne fermement les violations répétées des dispositions du cessez-le-feu par les groupes armés des coalitions, plateformes et coordination à Kidal et dans ses environs ces derniers mois, qui menacent la viabilité de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Le Conseil exhorte les groupes armés signataires à cesser les hostilités sur le champ, à adhérer strictement aux modalités du cessez-le-feu et à reprendre le dialogue sans plus tarder en vue de l'application de l'accord. Le Conseil prie instamment le gouvernement malien et les groupes armés des coalitions, plateformes et coordination d'honorer pleinement et sincèrement leurs engagements en vue de l'accord. Le Conseil se déclare à nouveau disposé à envisager des sanctions ciblées contre ceux qui s'emploient à empêcher ou compromettre la mise en œuvre de l'accord et ceux qui reprennent les hostilités ou violent le cessez-le-feu, comme énoncé dans sa résolution 2295-2016. Après cette rencontre sanctionnée par cette déclaration, c'est au tour du groupe de travail des Nations Unies sur la protection des civils de se pencher sur les opérations de maintien de la paix à travers le monde. Ici, on aura assisté à un débat fructueux, dynamique et constructif entre briefeurs du nom de ces experts invités devant faire des exposés, diplomates et autres techniciens sur les écueils à lever pour maintenir une paix durable au niveau des théâtres d'opération. Le Sénégal abrite les 14 et 15 novembre le 5e forum sur le développement industriel inclusif et durable, initié donc par l'ONUDI en partenariat avec la CEDEAO. Près de 500 participants sont attendus à ce rendez-vous mondial des industriels et organisations régionales et internationales. La cérémonie de lancement a eu lieu hier. C'est un compte-rendu de Fatou Sakho. Avec son parc industriel et son potentiel, le Sénégal, pays pilote avec l'Éthiopie du programme de partenariat pays de l'ONUDI, a été désigné en 2014 à Vienne pour abriter le 5e forum du développement industriel inclusif durable. Cette rencontre mettra en exergue les opportunités et problématiques dans le secteur. Ce forum sera aussi le premier véritable forum DIID qui a pour but de promouvoir l'opérationnalisation du développement industriel inclusif et durable à travers les PCP. Au Sénégal, le programme de partenariat pays lancé en avril 2015 est le cadre de coopération technique à travers lequel l'ONUDI accompagne le gouvernement dans la mise en œuvre du volet relance industrielle du PSE. Le PSE, l'ouverture et l'expertise, 3 facteurs déterminants qui édifient le Sénégal en terreau d'expérimentation du PCP, adopté par l'organisation pour atteindre l'objectif 9 des ODD. Nous avons 2 pays qui ont une large communauté internationale, bilatérale et multilatérale. Nous avons autant en Éthiopie qu'au Sénégal une très large communauté. Dans le système des Nations Unies, les partenaires techniques et financiers, ce sont 2 pays qui ont quand même une certaine expérience en matière d'industrialisation, qui ont des visions en matière d'industrialisation bien affirmées. En Éthiopie, on a le plan de croissance et de transformation, et au Sénégal, nous avons le plan Sénégal émergent. Cette rencontre, inscrite sous le signe de la promotion des investissements industriels, sera l'occasion pour les acteurs d'élaborer un plan d'action pour la réplication des modèles éthiopiens et sénégalais. L'objectif de ce forum est de montrer, à travers le modèle d'industrialisation du Sénégal, la pertinence du concept développement industriel inclusif et durable. En réunissant les acteurs du développement industriel internationaux, régionaux et locaux autour d'une plateforme globale commune, il fournira également une opportunité d'échange sur les solutions et mécanismes de déploiement du DID dans la région d'Afrique de l'Ouest et les autres régions d'Afrique. Nous sommes confiants là-dessus, nous avons beaucoup d'espoir dans ce forum, surtout les rencontres B2B que nous devrions faire pour essayer donc d'aller de l'avant, comme l'a dit Monsieur le ministre. Nous devons nous industrialiser davantage. L'avenir se trouve dans l'industrie nationale. Ce 5e forum verra la participation des 15 États. Dans le renforcement de nos capacités de production d'énergie. Et ceci d'autant plus que ces coûts de production deviennent de plus en plus compétitifs.
C'est le mix énergétique qui porte ainsi ses fruits. Le choix traduit en actes la vision du président Macky Sall. Le PSE, ce n'est pas de la théorie. Le PSE est une stratégie sérieusement conçue, réaliste et réalisable, et qui se décline au quotidien par des actes sur le terrain pour répondre aux préoccupations et au bien-être des populations. Alors, avec Bokhol, hier, Malicounda aujourd'hui, et d'autres localités demain, nous sommes en train de prouver par les actes l'adage selon lequel le soleil brille pour tout le monde. C'est cela le Sénégal émergent, le Sénégal de tous, le Sénégal pour tous. Le président de la République a félicité les autorités locales et leurs partenaires, de même que la Sénélec. Les populations aussi, pour cette communion exceptionnelle. Et puis le chef de l'État était hier à table avec deux invités spéciaux. Il s'agit d'un éleveur du Ferlo et d'un agriculteur venu du Fouta. Ils ont été reçus au Palais de la République suite à la diffusion d'un reportage sur la RTS1 concernant l'exécution du PUDC dans leur localité. Impressionnés par le programme, ils ont exprimé leur satisfaction au président de la République. C'est un compte rendu de Oumar Nying. Un fait exceptionnel au Palais de la République. Deux paysans venus du Sénégal profond, invités à déjeuner par le président de la République. Franchement, on est très content d'être reçus par le président de la République. Déjeuner avec le président de la République en tant que paysan, c'est une grande fierté. Et je ne peux pas m'exprimer là où la joie se limite dans mon cœur. Je ne peux pas l'exprimer. À l'origine, les réalisations du chef de l'État dans le cadre de la mise en œuvre du PUDC dans leurs localités respectives. Le forage de Lumboul Sambabdou, il est meilleur dans les forages du Sénégal, pour moi. Parce que quand il vient ici minuit, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, la nuit, la journée, de l'eau il coule. Ils étaient impressionnés par le niveau d'exécution de ce programme. Aujourd'hui, ils peuvent le dire de vive voix au président Macky Sall. C'est aussi pour eux l'occasion de lancer un appel à leurs compatriotes. Qu'on travaille avec lui. Ça veut dire que le président seul ne peut pas faire avancer ce pays. Ça veut dire que rester sous les climatiseurs, croyez que ça peut avancer ce pays, on se trompe. Travaillons-nous tous. L'éleveur qu'il travaille dans son métier, le cultivateur qu'il travaille dans son métier, le pêcheur la même chose, le broker la même chose. C'est ça qui fera avancer notre pays. En ouvrant la porte du palais à ces Sénégalais, le chef de l'État pose un acte éminemment important. Les notions d'écoute et de contact trouvent ainsi leur sens. Démarche de proximité qui lui permet à tout instant de mieux prendre en charge les préoccupations des Sénégalais où qu'ils se trouvent. Le Conseil de sécurité des Nations Unies exhorte les groupes armés au Mali à observer le cessez-le-feu et reprendre le dialogue. C'est ce qui ressort de la session du Conseil de sécurité des Nations Unies, donc tenue sous la présidence du Sénégal. Pour plus de détails, nous retrouvons notre envoyé spécial à New York, Khalisek. La situation au Mali aura été une préoccupation majeure de la présidence sénégalaise du Conseil de sécurité des Nations Unies. Une question qui se situe au cœur de la gouvernance mondiale est l'instance onusienne que dirige le voisin du Mali veut traiter sur... Membres de la CEDEAO, des partenaires, institutions financières, organisations régionales et internationales. Près de 500 participants sont attendus. Les 14 et 15 novembre, Dakar sera la capitale de l'industrie inclusive.
Réunion ce matin à Dakar du comité exécutif de l'Union africaine de radiodiffusion. Au menu, les droits de retransmission de la Coupe d'Afrique 2017. Il s'élève à plus d'1 milliard de francs CFA. L'UAR dit niet et compte continuer avec le groupe français Lagardère. L'idée d'un boycott de la CAN n'est pas écartée. C'est un compte-rendu de Ibrahim Bouba. Après 2 rounds de négociations à Paris avec le groupe Lagardère détenteur des droits TV de la CAN, le comité exécutif de l'UAR rend compte aux pays membres. Jusque-là, le groupe français n'a pas revu les droits à la baisse. La retransmission de l'événement le plus populaire du continent coûtera une fortune. 1 600 000 € demandés aux pays qualifiés par le groupe Lagardère. Vous comprenez avec moi que c'est inacceptable. C'est beaucoup de projets de développement et je profite d'ailleurs de l'occasion qui nous est offerte pour lancer un appel à nos peuples, à nos populations et à nos gouvernants pour qu'ils puissent soutenir les directeurs généraux des organismes membres dans cette bataille. Plus d'1 milliard de francs CFA pour chaque chaîne de télévision, une somme astronomique. Les pays membres de l'UAR ne comptent pas casser leur tirelire et veulent négocier carte sur table. Nous disons non, nous donnons notre mandat à notre union, puisque comme on dit, union fait la force. Si on se regroupe, effectivement, on peut arriver à dissuader Lagardère, qui est agent conseil en marketing de la CAF, à revenir sur des tarifs raisonnables. Et nous venons ici à Dakar reconfirmer nos mandats que nous avions donnés à UAR pour que l'UAR puisse négocier. Parce que si vous négociez individuellement ou d'une manière séparée, vous risquez, nous on a été victimes. Quoi qu'il en soit, l'Union africaine de radiodiffusion n'entend pas céder face au groupe Lagardère. Tous les scénarios sont envisageables en cas de désaccord irréversible. À l'allure où vont les choses, tout peut arriver, c'est-à-dire que, y compris la possibilité de boycotter cette Coupe d'Afrique. En tout cas, la Coupe d'Afrique de 2017 devra tenir compte des préoccupations des organismes membres. À partir du moment où nous sommes dans l'incapacité d'avoir le signal, eh bien, il faudra expliquer aux gens pourquoi nous ne diffusons pas, sachant l'amour que les gens portent à cette compétition. On n'en est pas encore là. Il reste 2 mois et 10 jours avant le démarrage de la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Peut-être d'ici là, un terrain d'entente sera trouvé au grand bonheur des férus du ballon rond. Construction irrégulière au Sénégal, la DESCOS, Direction de surveillance et de contrôle de l'occupation des sols, continue de sévir. Elle a détruit cette semaine des dizaines de maisons à Tivaouane Peulh. Il s'agit de constructions opérées sur un titre foncier privé. Les détails avec Aram Daoua. Les bulldozers de la DESCOS sans pitié pour les constructions jugées irrégulières. Une quarantaine de maisons ici sur ce site dit Tirkambe à Tivaouane Peulh, expulser et démolir sur une ordonnance de justice avec assistance à huissier. En fait, le site en tant que tel fait environ 5 hectares et a déjà fait l'objet d'une autorisation de lotir. Aujourd'hui, ce site est occupé par des occupations anarchiques et ce qui a motivé ces démolitions. Les bâtiments qui sont démolis aujourd'hui ont fait l'objet de sommations d'arrêt de travaux depuis la phase fondation par la brigade zonale de Rufisque. Les documents sont là. Ces gens, ils construisent la nuit en utilisant des projecteurs de véhicules. Chargée de la surveillance et du contrôle de l'occupation des sols, la DESCOS fait de la lutte contre l'anarchie et les occupations irrégulières un perpétuel combat. Un vaste chantier l'attend et Tivaouane Peulh est dans son viseur. C'est une sorte de bidonvillisation. Les gens ont partout construit sans droit ni titre. Au-delà de ça, l'État du Sénégal est en train de tout faire dans sa politique d'habitat pour offrir aux Sénégalais un cadre de vie agréable. Un habitat résilient et durable. Mais imaginez ce que... Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. Le Sénégal se dote d'une deuxième centrale solaire de 20 MW après celle de Bokol. L'ouvrage de Malikounda à Mbour, inauguré hier par le chef de l'État, permet la connexion à l'électricité de plus de 9000 ménages.
Dans la série Santé, zoom ce soir sur la procédure d'ouverture d'officine. On tentera également de répondre à la question de savoir qui est habilité à tenir une pharmacie et quel contrôle y est effectué. Un autre contrôle nécessaire, c'est celui du dopage. Au Sénégal, c'est l'ANATS, Organisation antidopage du Sénégal, qui s'en charge. Elle mise sur la prévention. Et puis la rubrique métier s'invite dans l'univers des herboristes, une immersion qui permet de voir de plus près les activités autour de la vente de plantes médicinales dont l'extraction des propriétés curatives requiert une certaine connaissance en biochimie végétale. Qu'en est-il? On fera le point dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Après Bokol, il y a quelques jours, le chef de l'État a inauguré hier une autre centrale solaire de 20 MW à Malicounda. Cet ouvrage permettra la connexion à l'électricité de plus de 9000 ménages. Les populations du département de Mbour se sont fortement mobilisées pour accompagner l'événement. C'est un compte-rendu de Oumar Nyinga. C'est une foule immense qui a accueilli le président de la République dans le département de Mbour. De Sindian à Malicounda, la mobilisation n'a pas faibli. L'affluence vaut son pesant d'or, car ici, c'est une centrale solaire de 20 MW, construite sur 100 hectares, qui est mise en service. Excellence, Monsieur le Président de la République, à l'évidence, ces populations ont compris que ce projet d'envergure, à l'image des nombreuses autres réalisations faites par le gouvernement, notamment dans le cadre du PUDC, est la preuve irréfutable que vous êtes en train de donner corps à votre ambition de faire du Sénégal un pays émergent. Malicounda est donc au cœur d'une révolution qui est en train de s'opérer dans le domaine de l'énergie, avec une part active du privé. Notre entreprise est une société sénégalaise qui a mobilisé en faveur de la décentralisation et du mix énergétique voulu par le PSE 22 milliards de francs CFA. La série va continuer parce qu'au mois de mars prochain, vous nous ferez l'honneur d'inaugurer la centrale de Santhiou-Mékhé de 29,5 MW. Ensuite, ce sera le tour de Énergie Ressources à Kaon pour 20 MW au mois de mai 2017. TEN Mérina à Mérina Dakar pour 29 MW en juillet 2017. EDS Eximag à Sakal pour 20 MW en octobre 2017. Mais également la centrale de Dias, fruit de la coopération allemande, pour 15 MW en décembre. Si on fait le décompte, Monsieur le Président, on sera donc à 113,5 MW, auquel il faut ajouter ce qui est déjà là. Et nous serons donc en 2017 avec un pourcentage de 21% d'énergie renouvelable dans notre mix énergétique. La centrale de Malicounda sera connectée au réseau de Sénélec. 90 000 panneaux solaires pour une production qui va améliorer le sort de milliers de Sénégalais. Nous confirmons ainsi que le solaire, dans notre option du mix énergétique, jouera pleinement son rôle de premier plan